chronique Chasse et pêche avec FX. Et sais-tu quoi, Matt? Je pense que ça va être ma plus belle chronique chasse et pêche de l'histoire de l'humanité parce que je veux commencer la chasse au chevreuil pour de vrai, pour mes 30 ans, parce que je vais avoir 30 ans. Ben oui, effectivement, puis, c'est ça. Je suis un peu perdu, pour vrai. Félix. C'est elle que tu as le plus d'intérêt. Ben, j'ai plus d'intérêt. En fait, je veux le faire, mais tu sais, je suis content que tu sois là pour démêler un peu l'arbalète, poudre noire, dynamite. On peut pas, tu sais, juste me mettre un peu, m'expliquer comment ça fonctionne parce que ça débute en fin de semaine. Oui. Puis ce qu'il faut comprendre, notamment, c'est que nous, dans la région de Charlevoix, la particularité qu'on a, c'est que notre zone globale, la zone 27, est divisée en deux territoires, donc la 27 Est et Ouest, ce qui permet de chasser deux zones différentes au cerf de Virginie et une possibilité de récolter deux cerfs. Oh, ouais. Un dans la Est, un dans la Ouest. Et une autre particularité propre à la région de Charlevoix, c'est que nous, ici, on est limité aux armes de courte portée, aux armes de jet, dont l'arc, arbalète, fusil à chargement par la bouche de calibre 50, ou sinon le fusil de calibre 12 ou de calibre 20 avec un sabot, une slug. Ramène ton bazooka. Retourne-les finalement, c'est ça. Puis du côté de la Beauce ou des cantons de l'Est ou de Laurentides, on peut y aller à la carabine. Dans l'ensemble des régions du Québec, on peut pratiquer la chasse au cerf de Virginie avec une arme à feu. Okay. Ce type de carabine. Mais y a-t-il une raison qui explique ça pour qu'on est différent à Charlevoix? Parce qu'on est quand même si on fait un historique face à l'ensemble du Québec, on est quand même une jeune région en matière de chasse au cerf de Virginie. Ce que j'entends par là, c'est que depuis le début des années 2000, il y a eu beaucoup de modifications réglementaires dans la zone 27. Notre population est en effervescence, est en augmentation dans les 20 dernières années. Tandis qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de chevreuil en forte densité ici, comparativement à dans les Laurentides, en Outaouais, dans le centre du Québec, où est-ce qu'il y avait vraiment une population beaucoup plus stable et beaucoup plus florissante, ce qui permettait d'avoir des armes de longue portée disponibles pour la période d'accouplement. Donc, les chasseurs pouvaient aller au mois de novembre à la chasse à carabine dans l'ensemble des régions du Québec, à certaines exceptions près. Mais aujourd'hui, dans Charlevoix, on a quand même la possibilité d'avoir une accessibilité beaucoup plus intéressante avec les fusils de calibre 12, calibre 20 qu'on peut utiliser, le fusil à chargement par la bouche, arc arbalète. Tu prends quoi, toi? C'est quoi la différence? Une arme longue portée puis une arme non longue portée? Ton arc et ton arbalète va te permettre un tir létal, un tir mortel entre 0 et 30 mètres, exemple, selon la théorie. Mais du côté d'un arme à chargement par la bouche, on peut parler peut-être d'un tir jusqu'à 150-200 mètres à certains moments. Et le fusil de type 12 ou de calibre 20 va pouvoir donner un impact, un bon rendement entre 300, 400, 500 pieds. C'est le canon qui est plus court, j'imagine. Oui, et l'arme va travailler différemment. Exemple, avec un calibre 50, on va charger le fusil avec un percuteur, le primer qu'on appelle, la poudre. Comme la bataille, c'est plein. La poudre en comprimé et le boulet qui va aux alentours de 250 grains, 225 grains, qui va avoir une bonne force de frappe et une bonne énergie jusque, mettons, à 200 mètres, mettons 600 pieds. Bon an, mal an. C'est vraiment la technique du mousqueton, littéralement. Un peu le même principe, sauf un petit peu plus innové au niveau du chargement de la poudre, et, parce que maintenant, c'est des comprimés. Et ici, on y va du côté de l'arbalète et de l'arc. On va avoir aujourd'hui avec des flèches en carbone, flèches en aluminium, avec un bon boulet, on peut aller à 35, 40 verges, là, bon an, mal an, 130 pieds peut-être. Ouais. Puis il y en a qui vont plus loin, mais je ne le conseille pas, parce que ça va nécessaiter un chien de sang. Ah ouais, OK. C'est sûr pour tracer la bête, là. As-tu une préférence entre les deux, toi, l'arbalète, l'arme à feu, longue portée, courte portée? Moi, étant donné que je prends pour acquis qu'on n'a pas une zone qui nous permet la chasse à la carabine, je vais aménager tous mes aménagements, tous mes secteurs pour chasser avec une arme de courte portée comme une arbalète ou un arc. Donc, je vais aménager toutes mes infrastructures de la sorte. Mais si je vais avec un fusil, puisque pendant 3 jours, on a le droit au fusil ou à l'arme à chargement par la bouche, bien, je vais être quand même très mortel et très performant à courte distance. Donc, parce que tu vas être proche pareil. Les probabilités vont être aussi bonnes. C'est juste que la différence, c'est que moi, je vais aménager mon territoire différemment. Exemple, là, je suis quelqu'un qui va chasser 100% à l'arc. Je vais y aller vraiment avec des petits corridors de tir avec un maximum de 30 mètres. Mais si j'ai une possibilité d'y aller avec un fusil à chargement par la bouche, je vais me faire 2-3 corridors de tir avec une possibilité de taille de 75 mètres. OK. Bon an, mal an. Puis quand je parle de corridor de tir, c'est pas nécessairement de faire un champ dans le bois. Là. Une coupe à blanc. On parle peut-être de la largeur d'un VTT ou un petit peu plus large. Bon an, mal an, 6 pieds de large. Par exemple, 75 mètres. Fait que ça permet de faire une belle éclaircie, une belle fenestration aussi, puisque ça va faire une entrée de lumière qui va ramener du feuillu
qui va pousser. Aussi d'autres végétaux. Tu fais ça au printemps, tu ne fais pas grandir à l'automne. Moi, je commence tout le temps au printemps. C'est exemple, j'ai pris possession de la terre au printemps, j'ai loué une terre. Bon, je vais me faire une belle saignée. Ou même que durant l'été, je vais aller passer en 4 roues pour tout briser le sol végétal. Okay. Puis je vais aller mettre du trèfle, la luzerne. Je vais semer vraiment des herbes qui vont être plus intéressantes pour le cerf de Virginie et plus nutritives pour la période de l'année. Puis ensuite, on va établir une stratégie d'appâtage dans des zones plus limitées. Et ceux-là qui ont des grands territoires, je vais conseiller davantage une chasse sans appât sur les canaux de déplacement des cerfs de Virginie. Exemple, des entonnoirs naturels, une zone de transition de 2 habitats. Ça va être ça que je vais cibler pour aller récolter un gros chevreuil. Tantôt, tu parlais qu'il y a plus de chevreuils. C'est-tu parce qu'il y a moins d'habitats puis ils descendent vers les villes ou c'est vraiment parce que ici, le propice et la géographie sont clémentes? Dans le parc à Longueuil. C'est pour ça. Ils sauvent de Longueuil. Il ne faut pas se cacher que la qualité de l'habitat à Charlevoix est quand même là. Comparativement à il y a 30 ans, c'était beaucoup plus aride. Maintenant, on a un petit peu moins de neige qu'avant. Ça donne une chance à la survie de l'espèce, mais ce qui aide énormément, c'est que nos chevreuils sont adaptés aussi à notre région. Je vous donne un exemple. Vous allez dans la région de Chaudière-Appalaches. Le chevreuil va hiverner dans des érablières, dans des cédrières. Pourquoi? Parce que c'est un couvert mature d'arbres qui va amener aussi une nourriture en sous-étage, 2 couches d'arbres qui sont différentes. Comparativement ici, que oui, on a des cédrières, oui, on a des forêts matures, mais le chevreuil s'est adapté. Il va se nourrir dans les pendants, dans les bords de mer. Il va manger des algues marines proches du fleuve. Il va aller aussi dans les vergers. Il va aller dans les cédrières pour aller manger les petites ramilles, les bourgeons. Donc, il va s'adapter à son milieu. Le chevreuil, comparativement à l'orignal, est beaucoup plus facile à s'adapter. Il y a une meilleure adaptabilité à son milieu. Exemple, le chevreuil, dans ce cas-ci, il y a 200 ans, il n'y en avait pas, de chevreuil sur l'île. Henri Meunier l'a introduit, si je ne me trompe pas, autour de 200 serres. Aujourd'hui, on en a 100 000. Mais ce n'est pas un climat qui était favorable pour la pérennité de l'espèce, mais il s'est adapté à son milieu. Donc, c'est un peu le même principe ici. On n'a pas un habitat parfait comparativement au canton de l'Est. Mais il se développe. C'est pas un milieu agricole. Les chevreuils en milieu agricole, c'est là qu'ils vont avoir un plus grand essor de la population. Mais ici, on a de l'agroforestier, on a des cultures. On a, exemple, le bas de la baie, la vallée du Gouffre, qui vont amener aussi des champs abandonnés avec des pommiers, avec de la friche, des érables, tout ça. Fait que c'est tout ce qui est feuillu ou foin ou graminé va être une source de nourriture intéressante pour le chevreuil. Ouais. Le taux de succès, est-tu bon? De plus en plus, j'imagine? Oui, bien, j'ai pas les statistiques en main, mais ce que je peux dire, c'est que le taux de succès est de plus en plus intéressant parce qu'on a changé en plus les périodes de chasse. On avait des périodes de chasse concrètement dans la période d'accouplement. Avant, on avait une période de chasse qui était avant la période d'accouplement, aux alentours du 28 d'octobre à aller au 8 de novembre. Okay. C'était excellent. Moi, j'aimais mieux, personnellement, cette période-là parce que moi, j'ai chassé plus proche des zones de grattage. Donc, quand on trouvait en forêt des grattés faits avec les sabots, c'est un point de rencontre, dans le fond, que les chevreuils se rencontrent là pour laisser leurs odeurs. C'est un dépôt d'odeurs. Moi, j'ai chassé dans ces secteurs-là, en forêt mature. Maintenant, la période d'accouplement donne une meilleure vulnérabilité, si on veut, auprès du cerf de Virginie, parce qu'il va aller faire des grands déplacements pour trouver les femelles. Et souvent, on a un petit peu de neige durant ces périodes-là, un petit peu plus tard, ce qui fait des grandes migrations des chevreuils vers les zones de ravage. Donc, mon plan, souvent, ma stratégie va être simplement, exemple, là, cette semaine, les gens qui disent « j'ai pas de chevreuil sur mes appâts, j'ai juste 2-3 femelles », ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de mâle présentement, on est le 4 novembre, 5 novembre, le 12 novembre, la game va changer, le plan de match va changer. Ça va pareil, ça va vite, là. Les femelles tombent en estrus. S'ils ne manquent pas de nourriture, ils restent dans le coin, ils sont en sécurité, ils ne se font pas déranger. Ça va être bon, ça va être payant. Parce que là, vous allez avoir des mâles peut-être qui étaient à 20 km ou 10 km d'ouest qui étaient initialement avant la période de rut, qui vont se présenter. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. Un peu comme la chasse à l'orignal, ça a changé un peu. Oui. Avant le rut, on chasse des animaux résidents, des animaux qui ont un domaine vital très court. On parle là, de milieu de vie de peut-être de 1 ou 2 km². Comparativement à une période d'accouplement, on peut s'aller à 10, 12, 15 km². Ce qui va être complètement différent. Une stratégie différente, imprévisible, mais plus excitante. Ça dure combien de temps, la chasse? On commence samedi le 8 novembre. C'est le 9, je parle de moi. Le 9, à aller jusqu'au 17 novembre. Donc, dimanche le 17. Fait que c'est quand même court, mais c'est maintenant. Oui, on a 3 jours au fusil et la balance de la saison va être à l'arc et arbalète.
Mais c'est des bonnes périodes, on chasse de la bonne manière, des bonnes techniques, une bonne appâtage. On peut utiliser aussi des lances sexuelles comme de l'urine synthétique. On peut utiliser aussi des hormones en gelée qu'on peut faire dégrader des lignes d'odeur avec. Les animaux qui sont curieux, ils vont bien répondre à l'odeur. Il suffit d'être patient, de chasser à bon vent, faire attention à ces odeurs et ça peut être utile. Question. Hey, je sens que ça va être la question. Y a-t-il une raison pour laquelle les armes à feu sont limitées sur 3 jours versus les arbalètes? Oui. C'est quoi? Je vais laisser Pour restreindre la probabilité de succès, parce qu'on est encore dans une population considérée fragile. Exactement. Okay. On n'est pas comme un peu le dindon sauvage à certains endroits, que quand la chasse a ouvert, il y avait le droit à un dindon pour une semaine de chasse. Là, maintenant, eux autres ont le droit à 2 parce qu'ils ont ouvert... il y a plus de dindons. C'est une manière de contrôler aussi. Oui, c'est en plein ça. Puis du côté de Charlevoix, il y a des bonnes pochettes d'habitat. Exemple, au Ziboulement, il peut avoir une bonne concentration en endroit. À Malbaie, il peut avoir une bonne concentration. Puis à Baie-Saint-Paul, il peut en avoir une bonne. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a la même densité au kilomètre carré à Saint-Hilarion ou à Petite-Rivière-Saint-François. Je donne un exemple. Donc là, ils sont obligés de faire une uniformité puis un échantillon homogène. Là, ils disent, regarde, il y a tant de chevreuils à peu près, tant de pourcentage de récolte, tant de permis vendus. On n'est pas à l'aise pour la pénérité de l'espèce de mettre ça à l'arme de longue portée. Fait je pense qu'il y a mieux cette formule-là. Puis je pense que c'est correct. Moi, je pense que c'est une méthode aussi, il ne faut pas se le cacher. On chasse tous proche des grands centres. On chasse tous derrière pratiquement une maison ou un développement résidentiel. Les armes de longue portée, il ne faut pas se le cacher. Ça a de la portée, mais c'est une question de sécurité aussi là-dedans. C'est sûr, c'est vrai. Ça dépend de la zone. Donc, dans d'autres zones, tu pourras avoir 4-5 jours d'armes à feu, par exemple. Oui, mais dans les Laurentides, exemple, ou en Chaudière-Appalaches, c'est 2 semaines complètes. FX, un gros merci. J'ai appris beaucoup. Je t'en remercie. L'année prochaine, je te montrerai mes trophées de chasse. Pas de problème. On va pas pour la chasse. Ah ouais, c'est ça. Merci, FX. Merci, FX.